Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Coordinateur de la France Insoumise, député du Nord. Merci de venir sur BFM TV et RMC ce matin pour répondre à l'entretien du président de la République du 14 juillet. On va parler des différents sujets qu'il a évoqués, la sobriété énergétique, le travail, les retraites, le pouvoir d'achat à l'Assemblée évidemment. Mais je suis curieux de vous demander ce que vous avez pensé de sa référence dans son discours à Vulcain. Parce qu'il a parfois été reproché de se prendre pour Jupiter. Il a dit non, Vulcain. Vulcain, c'est le dieu romain du feu. C'est-à-dire que maintenant, on va avoir Vulcain avec son marteau qui va faire la réforme des retraites à 65 ans, qui va poursuivre la réforme brutale de l'assurance chômage. Non, je pense qu'Emmanuel Macron, il aurait pu, ça a été dit d'ailleurs, il aurait pu effacer, écarter les références divines. Et en réalité, c'est pas ce qu'il n'a fait. Il a choisi une autre référence en quelque sorte. C'est assez étrange d'ailleurs. Il y a une autre manière de voir. Vous voyez le marteau. Lui, il dit d'ailleurs à la forge. C'est aussi un message peut-être qu'il envoie à ses électeurs ou une partie de son camp qui doute. Qui dit, non, je suis toujours à la forge. Je continue à forger. Peut-être même c'est une référence au fait que il est toujours le Macron de 2017 et qu'il est toujours le porteur de cet espoir qu'il avait fait élire en 2017. C'est pas ça aussi qu'il veut dire ? Mais il n'a plus les moyens de l'être. D'ailleurs, c'est tout le problème. On voit dans cette interview qu'Emmanuel Macron n'a absolument pas changé sa feuille de route. Moi, j'ai eu l'impression de voir l'interview du président de la République dans le quinquennat précédent, sauf que le quinquennat précédent, il est terminé, qu'Emmanuel Macron a été battu aux élections législatives et qu'il ne dispose plus de la majorité. Justement, il voulait montrer à ses électeurs qu'il, malgré cette circonstance politique nouvelle, il continue le même cap, le même chantier sur sa forge. Oui, sauf que la vérité, c'est qui sont ces électeurs ? Ceux du 24 avril, en tout cas. Vous savez, récemment encore, dans son allocution télévisée, il a dit le 24 avril, vous avez voté pour un projet clair. En vérité, vous le savez comme moi, d'ailleurs vous l'avez beaucoup commenté vous-même sur cette antenne, c'est que le 24 avril, beaucoup de Françaises et de Français ont utilisé le bulletin de vote Emmanuel Macron, d'abord et avant tout, pour éviter l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Ils se sont pas levés d'enthousiasme pour dire allez, on va repousser l'âge de départ à la retraite, on va faire la réforme de l'assurance chômage. Non mais qu'il ait été élu, c'est une évidence. Et donc il est légitime. Mais sa légitimité n'est pas en cause. En revanche, il a été battu aux élections législatives. Le vrai résultat des courses, c'est le fait qu'il n'a plus de majorité. Lui dit en creux, je paraphrase, mais certes, je n'ai pas la majorité absolue, mais j'ai une majorité relative, et une majorité relative, ça reste une majorité. Oui, mais si vous voulez, plutôt que les commentaires, regardons les faits. Vous avez un gouvernement qui était en place avant les élections législatives, ils sont battus aux élections législatives, il n'y a aucun changement. C'est le même dispositif gouvernemental. Madame Borne avait remis sa démission, on a même parlé d'une démission de courtoisie que Monsieur Macron a courtoisement refusée, et puis ensuite, elle vient devant l'Assemblée, ne sollicite pas le vote de confiance, c'est-à-dire qu'en fait, ce gouvernement, lui par contre, est assez illégitime du point de vue démocratique. C'est-à-dire que il y a une élection, le peuple dit en quelque sorte, parce qu'il y a l'interprétation aussi du vote. Monsieur Macron, il a la légitimité du président de la République, vous pouvez contester la 5e République, disons, le système institutionnel lui permet d'être en place. Mais d'un point de vue démocratique, il est légitime dans les règles de droit qui mais d'un point de vue démocratique, ça pose quand même problème. Voilà, c'est-à-dire que vous avez un gouvernement qui est battu et aucun changement ni de dispositif, ni sur l'orientation politique. Pardon, mais l'interview d'Emmanuel Macron hier, c'est encore l'interview d'un président qui souhaite appliquer un programme de brutalité sociale et qui a l'air assez indifférent au sort des gens, parce que c'est de ça dont on doit parler ce matin. Les Français souffrent gravement. On va en parler de ce qu'il a dit dans cette interview sur le travail, sur les retraites, et on va parler du pouvoir d'achat, mais peut-être la nouveauté de cet entretien, c'est ce qu'il a dit sur la sobriété énergétique, les économies d'énergie qu'il va falloir faire. D'ailleurs, il n'utilise pas l'expression économie d'énergie, mais il utilise ce mot sobriété, qui était, parce que j'avais lu le programme de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne, qui était dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Je cite, Jean-Luc Mélenchon, il y avait tout un chapitre qui s'appelait « Réduire la consommation d'énergie par la sobriété ». C'était même avant la guerre en Ukraine. Donc le président vous suit, en tout cas, reprend vos mots. Mais ça, il l'a souvent fait, Emmanuel Macron. On a eu l'habitude de le voir reprendre le vocabulaire, puis la grammaire. C'est un hasard ou c'est une astuce politique? C'est-à-dire que pour l'instant, ça relève plutôt de l'astuce politique dans la mesure où, à part le vocabulaire, on ne voit pas qu'il leur prenne les propositions, très clairement. Jean-Luc Mélenchon parlait aussi de faire supprimer de l'éclairage public, que les entreprises, les commerces, Philippe Corvée, le soir, etc. Disons les choses plutôt que les mots, intéressons-nous aux actes qui ont été posés. Le quinquennat précédent, c'est un quinquennat d'irresponsabilité écologique. Dans ce plan de sobriété énergétique, mais il y a beaucoup de choses. Attendez, le quinquennat précédent, c'est aussi celui où on a vu Emmanuel Macron avec des fonds de scène verts, qui était le champion de la Terre, où on a vu dans les jardins de l'Élysée la Convention citoyenne pour le climat. La vérité, c'est que la France est à la traîne sur tout ça. C'est le pays, par exemple, qui ne respecte pas ses objectifs en matière de renouvelables. C'est qu'un État qui a été condamné à 2 reprises pour inaction climatique, bon, on va pas s'en tenir uniquement aux mots. Non, mais maintenant, on parle du fond. S'il faut réduire de 10% notre consommation collective, donc y compris les entreprises, oui, c'est un chemin que vous pouvez suivre. Mais en tout cas,
il y a des actes concrets à poser pour faire la sobriété énergétique. D'abord, il faut dire une chose, c'est que il y a des solutions, des propositions que nous portons, par exemple, sur la rénovation des bâtiments. Vous savez que 12 millions de Français subissent les conséquences de ce qu'on appelle la précarité énergétique. L'été, il fait trop chaud et l'hiver, on doit parfois remettre des doudounes à l'intérieur des appartements parce que c'est mal isolé. Et ça ne va pas suffire pour faire des économies d'ici l'hiver prochain. Que propose Emmanuel Macron, par exemple? MaPrimeRénov', c'était très insuffisant. Nous, on propose de rénover 700 000 logements par an pour mettre fin à cette précarité énergétique. Maintenant, je vais vous dire une chose. Évidemment que quand on parle de sobriété, il faut mettre tout ça dans le cadre de la planification écologique que l'on appelle de nos voeux. Et puis surtout mettre C'est dans l'intitulé du poste de la Première ministre. Oui, mais c'est-à-dire, par exemple, la règle verte, ne pas prendre la nature plus que ce qu'elle peut reconstituer, faire en sorte que toute l'économie se mette en ordre de bataille pour régler ce grand défi. Mais Philippe Corbet, vous allez voir que même sur le sujet de la sobriété énergétique, on touche au grand sujet du moment. C'est le décrochage entre les très gros, les très riches, et puis les plus pauvres. Là, parce que regardez, il faut que les gros commencent à faire des efforts et les petits, entre guillemets. Sauf que quand il s'agit de faire des efforts aux plus gros, Emmanuel Macron, il est dans le registre de l'incantation. Il demande des efforts, mais par contre, il ne se passe rien de très concret. La vérité, c'est que vous allez donc demander aux Français qui sont déjà pris à la gorge de faire des efforts. Par exemple, comme Madame Agnès Pannier-Runacher l'a demandé, de baisser le chauffage chez vous. Et puis donc, vous allez baisser le chauffage, vous allez faire... Écoutez-moi. C'est ça la sobriété. Écoutez-moi. Vous allez donc faire les efforts que vous demande Monsieur Macron, Madame Agnès Pannier-Runacher. Puis après, vous allez allumer votre télé. Dans cet appartement, vous faites ces efforts, et puis vous allez tomber sur, par exemple, le tourisme spatial de Jeff Bezos, vous savez, l'ancien patron d'Amazon. C'est pas la faute d'Emmanuel Macron. Non, mais écoutez, en tout cas, rien n'est fait contre tout ça. Ce que je veux vous dire, c'est que, par exemple, prenons cet exemple. Jeff Bezos, quand il fait son petit tourisme spatial, à lui seul, en 10 minutes, il émet 75 tonnes de CO2, c'est-à-dire, accrochez-vous, ce que le milliard le plus pauvre de la planète n'émettra pas dans toute une vie. Un individu d'une part, 10 minutes, 1 milliard d'individus de l'autre, toute une vie. C'est vrai, mais ça ne règle pas la situation du fait que... Mais il y a des questions statistiques. Vladimir Poutine, c'est ce qu'a dit le président de la République hier, est en train de nous couper les vannes du gaz. La question, c'est pas de savoir si on boycotte ou pas le gaz russe. Il coupe les vannes. Si, c'est aussi la question, mais... D'ailleurs, est-ce que d'ailleurs, la question, c'est pas ça? Juste après, j'en termine. Parce que c'est là-dessus que je veux venir, Philippe Corbet. J'ai quelques chiffres qui peuvent intéresser. Quand on parle de sobriété énergétique, les 10% les plus riches consomment 20 fois plus que les 10% Vous parlez au niveau les plus mondial, pauvres. là. Voilà. Et les 1% les plus riches sont responsables de 2 fois plus d'émissions que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Et en France, il y a ces écarts aussi. Donc, si vous voulez, là aussi, c'est pareil. Quand vous avez des Français qui aujourd'hui sont pris à la gorge, payent leur carburant extrêmement cher, doivent arbitrer entre des dépenses contraintes. Est-ce qu'on se déplace ou est-ce qu'on se nourrit bien? Est-ce qu'on part en vacances? D'ailleurs, souvent, on y renonce. Et qu'à côté, vous avez cette foire-là sous les yeux de tout le monde, et y compris d'ailleurs à longueur d'antenne, quand on voit le tourisme spatial, par exemple. Franchement, ça interroge doucement quand on demande la sobriété et des efforts aux gens. C'est d'abord les plus gros qui doivent commencer par faire ces efforts. Sur les carburants, ce que dit le président de la République, c'est que dans la situation dans laquelle on est, d'une forme de quoi qu'il en coûte, avec une aide sur tous les litres de carburant, ce sont les contribuables qui payent à la place des consommateurs. Et qu'au fond, des Français qui n'ont pas de voiture, ou qui ont renoncé par exemple à la voiture, pour prendre les transports en commun, ou qui ont une voiture avec laquelle ils roulent peu, ce sont eux qui payent par leurs impôts les subventions pour les rouleurs. Est-ce que c'est pas une situation qui est provisoire, qui ne peut pas durer financièrement, budgétairement? Mais il y a une chose à faire qu'Emmanuel Macron refuse de faire, c'est qu'en effet, ce soit la rente privée qui prenne maintenant sa part de responsabilité. C'est ce que nous proposons quand nous proposons le blocage des prix. Parce que j'ai entendu la dernière fois Bruno Le Maire dire le blocage des prix, ça suppose une grosse compensation par l'État. Non, pardon, encore une fois, plusieurs dizaines de milliards d'euros. Arrêtons-nous sur Total, pour prendre cet exemple. Mais pendant que les Français payent le prix du litre 2 € à la pompe, avec des pleins à plus de 100 €, vous avez l'entreprise Total qui vient de réaliser le plus gros bénéfice de toute l'histoire de l'industrie. D'accord, qui vient de verser 16 milliards de dividendes à ses actionnaires, et son PDG, M. Pouyanné, qui s'est augmenté de 52%. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes, parmi celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent ce matin, qui ont vu leurs revenus augmenter de 52%? Certainement pas. Voilà. Certainement Donc, pas, nous parlons de blocage des prix. Ce sont des profits mondiaux pour Total, pas seulement l'activité en France. Alors, regardons ce que nous aurions pu faire. Par exemple, M. Macron vient d'achever sa présidence de l'Union européenne. Qu'en retiendra-t-on? Pas grand-chose, mais il aurait pu, par exemple, s'accorder avec les partenaires européens pour exiger à l'échelle de l'Europe un prix bloqué. Quel pétrolier, quel fournisseur peut renoncer à un marché
aussi grand que le marché européen. Il ne l'a pas fait. De la même manière, vous vous souvenez que Jean-Luc Mélenchon avait posé sur la table une proposition intéressante. On sait que certains pays du Maghreb, l'Algérie par exemple, sont extrêmement dépendants des exportations de céréales. On aurait très bien pu s'accorder, avoir des accords bilatéraux, où on aurait proposé par exemple à l'Algérie de leur fournir un prix de céréales qui ne soit pas un prix spéculatif, en contrepartie de quoi on leur aurait demandé un prix du gaz et du carburant, du pétrole, qui aurait pu permettre aux Français de l'acheter à un autre prix que celui qu'on voit à la pompe aujourd'hui. Mais le président... Tout cela, le président n'a rien fait. En fait, la grande difficulté, Philippe Corbet, c'est que d'où vient l'inflation ? C'est ça la question qu'il faut se poser. D'où vient la hausse des prix ? Elle ne tombe pas du ciel. La hausse des prix, quand vous avez une inflation comme celle qui est attendue à la rentrée, on parle de 7%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 7% d'érosion, de fonte en même proportion des salaires ou des revenus. Et ça vient essentiellement de la spéculation. On parle beaucoup de la guerre en Ukraine. Évidemment, c'est un facteur aggravant. Mais c'est d'abord et avant tout des effets spéculatifs. C'est ces effets spéculatifs qu'il s'agit de casser. Et Emmanuel Macron n'a rien prévu sur hier, ce point. Il a été interrogé sur ce qu'il a appelé il y a quelques semaines les profiteurs de guerre. Ouais. Et il a quand même fallu que les journalistes s'y reprennent à 3 fois pour tenter de le faire parler de salaire et des super profits. Mais les questions ont été posées par nos consoeurs et il a parlé à ce moment-là, il a dit il y aura une contribution, mais elle ne sera pas, je cite, dans la démagogie, elle sera ciblée en regardant les entreprises des bénéfices indus. Ça veut dire que ça n'ira pas aussi loin que vous le souhaitez, mais ça peut déjà être une contribution, par exemple, de Total sur une partie de ses profits en France, ou en tout cas un geste à la pompe pour les rouleurs. Il faut taxer les profiteurs de crise. Voilà. Celles et ceux qui ont réalisé des bénéfices records spécialement dans cette période doivent contribuer à l'effort de guerre. C'est ce qu'a annoncé le président. Oui, mais non, regardons, prenons un instant, posons-nous un instant, parce que je crois que c'est le plus important et ça décrit le mieux la situation qu'on a sous les yeux. Je crois que le moment qu'on est en train de vivre, Philippe Corbet, c'est un moment de décrochage entre d'un côté les grandes entreprises, comparativement aux PME, aux TPE, qu'il ne faut pas confondre, et les très riches dans ce pays et la grande masse des gens qui souffrent. Et Emmanuel Macron porte une grande responsabilité. Laissez-moi vous donner quelques chiffres qui montrent la situation. D'un côté, le 1% les plus riches a, pendant le quinquennat précédent, augmenté son pouvoir d'achat de 2,8%. Et au sein de ces 1% les plus riches, il y a même des inégalités avec les 0,1% les très très riches qui en ont profité avec une augmentation de 4%. Et à côté, vous avez les 5% les plus pauvres qui ont vu leur pouvoir d'achat baisser. C'est aussi Emmanuel Macron qui a redistribué beaucoup de capital à celles et ceux qui ont le plus, en disant ça va profiter à toute l'économie. Et aujourd'hui, vous avez des économistes qui ne sont pas des insoumis. Je prends par exemple Monsieur Artus, conseiller économique de Natixis, qui n'est pas franchement un insoumis, qui dit clairement cette politique de redistribution des revenus au capital n'a pas fonctionné, n'a pas porté les effets. Et à ça, Emmanuel Macron dit la meilleure réponse au pouvoir d'achat, la meilleure réponse à la question du pouvoir d'achat, c'est le travail. Et là, il parle à la fois il annonce une réforme du marché du travail, il confirme son intention de réformer les retraites, et il dit il n'y a pas de modèle social s'il n'y a pas de travail pour le financer. Et d'ailleurs, il fait une référence à cette phrase qu'il avait prononcée à l'Élysée en 2018, qui lui avait été reprochée. Il avait dit il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Alors, il dit même c'est même encore plus vrai aujourd'hui. Alors plusieurs choses. D'abord sur la question de est-ce qu'il faut produire davantage avant de partager. On entend souvent ça. Il dit travailler davantage. Bruno Le Maire répète souvent quand vous leur dites il faut augmenter les salaires, il faut partager les richesses. Ils disent avec leurs airs très importants et placides presque, ils disent oui, mais avant de partager les richesses, il faut les produire. Vous savez, moi, cette semaine, avec quelques autres, on a décidé de faire la pub de ce petit magazine. C'est Les Fortunes de France par Challenge. Fabien Roussel, le député communiste, l'a fait déjà lundi. Ça coûte 6 €, mais très franchement, c'est un formidable vaccin contre une phrase du type « avant de partager, il faut produire ». En fait, les richesses sont très produites, mais très mal partagées. Pardon Philippe Corbet, mais il faut insister là-dessus parce que c'est vraiment ça le principal fait. Comment expliquez-vous qu'en France, pendant la période Covid, vous avez des milliardaires qui font 236 milliards de plus, d'accord ? Vous avez les 500 familles les plus riches de France qui ont doublé leur patrimoine en un quinquennat pour atteindre 1000 milliards d'euros. Et à côté de ça, attendez, vous avez 10 millions de personnes dans ce pays sous le seuil de pauvreté. Ce sont des réalités terribles. 400 000 de plus, notamment avec la réforme de l'assurance chômage. Et justement, comment expliquer que dans ce contexte-là, en tout cas c'est ce que la référence qu'a faite hier Emmanuel Macron, comment expliquer qu'il y ait autant d'emplois non pourvus dans des secteurs entiers de l'économie, certes beaucoup d'emplois mal payés, mais même dans des secteurs qui ont fait des efforts pour augmenter les salaires, par exemple la restauration, il y a encore beaucoup d'emplois non pourvus et c'est un sujet visiblement auquel le président veut s'atteler avec une nouvelle réforme du marché du travail.
Bah, disons que ça facilite les choses, mais ça correspond pas exactement à la réalité d'un point de vue statistique. C'est ce qu'on voit vous allez dans n'importe quelle agence Pôle emploi, c'est ce qu'on voit. Je dis pas qu'il n'y a pas d'endroits et des secteurs d'activité dans lesquels on a du mal à recruter. C'est vrai, on l'entend tous. Oui. C'est un problème pour beaucoup de PME. C'est un lieu commun et c'est un problème. La vérité, c'est qu'on n'a jamais autant recruté qu'aujourd'hui. Et quand vous regardez, y compris les statistiques, par exemple, même en prenant les proportions les plus folles d'emplois non pourvus dont on nous parle souvent. Des centaines de milliers dans certains secteurs. On parle souvent de 300 000 emplois non pourvus. Si vous les mettez en perspective avec les 10 millions d'emplois qui ont été créés l'an dernier, ça veut dire, Philippe Corbet, que 97% des emplois sont pourvus. La vérité, c'est qu'en fait, dans ce pays, il reste une masse considérable de chômage, d'abord et avant tout parce qu'on ne crée pas de l'emploi pérenne. Monsieur Macron cherche des effets statistiques. Quand il vous dit « j'ai baissé le chômage », la réalité, c'est qu'à coup d'emplois subventionnés, comme l'apprentissage, qui malheureusement n'aboutit que rarement sur de l'emploi pérenne, à coup de flexibilisation par la baisse des droits du travailleur, il a permis ce fait que, bien sûr, quand vous avez des emplois précaires, je crois que c'est près de 90% des emplois, des contrats signés, des embauches qui sont des contrats courts, vous sortez des statistiques du chômage et puis vous y revenez quand M. Macron est sur son plateau pour dire il y a une baisse de chômage. Si vous voulez lutter contre le chômage de masse, il y a une autre solution, c'est d'admettre la nécessité de partager. Et donc, partager le temps de travail. Faire en sorte que, par exemple, également, la planification écologique, le fait qu'on change notre modèle de distribution, de production et de consommation, crée de l'emploi. Voilà des solutions véritables. Il y a une question qui a été posée. Pardon, mais quel type d'emploi ? Parce que quand on parle d'Uber, par exemple, au-delà de la polémique sur laquelle on pourra revenir, mais par exemple, Uber, quel type d'emploi ? Il y a plein d'emplois en CDI qui ne sont pas des emplois précarisés. C'est 590 € par mois, c'est sans congé payé, c'est ça la France qu'on veut. Il y a plein d'emplois au CDI, au SMIC. Et d'ailleurs, à propos du SMIC, vous avez probablement... On parle des retraites, parce que là, vous mettez tellement de choses au menu que... c'est l'actualité. Vous avez noté certainement ce clin d'œil du président de la République hier à propos des salaires. Il a dit « suivez mon regard », et je pense qu'il s'adressait à vous. Avec l'augmentation du SMIC au 1er août, plus la prime d'activité, il dit on arrive à 1 475 € par mois, et donc pas très loin de votre proposition du SMIC à 1 500 €. Ok, alors précisément, dans le projet de loi qui arrive la semaine prochaine à l'Assemblée sur le pouvoir d'achat, Emmanuel Macron tortille dans tous les sens, fait tout pour éviter la question essentielle, celle des salaires. Le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les Français qui travaillent... Et on n'est pas loin de 1 500 € à partir du 1er août. Avec la prime d'activité, je vais vous en parler. Le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, les Français qui bossent n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et il n'est pas normal dans ce pays que quand on travaille, on n'arrive pas à vivre correctement de son travail. Ça n'est pas possible. De la même manière qu'on doit éradiquer la grande pauvreté de celles et ceux qui sont hors l'emploi. Et donc, que fait Emmanuel Macron dans ce projet de loi ? Par exemple, sa prime d'activité. Pardon, mais les Français ne veulent pas des primes aléatoires. Ils veulent pas des petits chèques. Ils veulent des augmentations de salaire. Ils veulent leur dû. Monsieur Macron vous ment quand il dit, par exemple, je triple la prime Macron. En fait, ce qu'il triple, c'est le plafond. Et aujourd'hui, le plafond était à 1 000 €. Est-ce que vous savez quelle a été la prime moyenne versée ? C'est 506 €, d'accord ? Les gens ne veulent pas de l'aléatoire. Parce que quand M. Macron fait des cadeaux aux plus riches et aux grandes entreprises, ça n'est pas de l'aléatoire, ça n'est pas des petits chèques, c'est le pactole, 50 milliards de baisse d'impôts, l'ISF, la flat tax et tout le reste. Les gens veulent leur dû, Philippe Corbet. Et donc, il faut augmenter les salaires, oui. Et M. Macron ne le fait pas. Chose très courte, on parle depuis un quart d'heure maintenant de ces différents sujets. Est-ce que vous avez l'impression qu'hier, le président de la République s'est adressé à la droite, notamment pour essayer de convaincre une partie de la droite s'embarquer avec lui pour faire passer un certain nombre de textes, et par exemple la réforme des retraites? Je pense clairement qu'il a envoyé des signaux de ce côté-là, parce que pour lui, c'est la seule solution pour obtenir une majorité. Mais pendant qu'il fait ça, il y a aussi un signal de brutalité très fort pour une majeure partie de nos concitoyens. Philippe Corbet, moi je veux vous dire que les classes populaires et même la classe moyenne de ce pays ne peuvent plus faire d'efforts. C'est plus possible. De la même manière, nos services publics, la santé, par exemple, j'irai cet après-midi à l'hôpital au CHU de Lille, tout ça, sont des services qui sont en grande tension. Donc, il faut organiser les conditions d'un meilleur partage. Sur les retraites, d'un mot, il nous dit donc, malgré le fait qu'il ait été battu aux législatives, malgré le fait que beaucoup d'enquêtes d'opinion montrent qu'une extrême majorité de Français refusent la réforme des retraites... Il dit qu'il va engager les concertations à la rentrée. Bon, pardon, mais... reculer l'âge de départ à la retraite, c'est cruel, injuste, inefficace. Pourquoi ? Parce que on produit bien assez de richesses pour financer les retraites. Vous savez, aujourd'hui, un travailleur de 2022 en France, à lui seul, il produit 3 fois la richesse que produisait un travailleur d'il y a 50 ans. On peut donc financer plus de retraites avec moins de travail humain. Le problème, c'est que dans le même temps, ce sont les dividendes qui explosent et ce ne sont pas les salaires ni le temps de travail qui diminue. Vous savez qu'à 62 ans, Philippe Corbet, à 62 ans, un quart des plus pauvres sont déjà morts. Qu'entre un cadre et un ouvrier, c'est 6 années d'écart d'espérance de vie. Entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches, 13 années. Oui, nous voulons faire la retraite à 60 ans et on peut le faire et le financer. Monsieur Macron a dit hier tout ça. On aura l'occasion de reparler de la réforme des retraites parce qu'il y a des consultations qui vont commencer à rentrer. Avant qu'on termine cette entrée,
rien, 2 choses très précises. Caroline Cayeux, ministre des collectivités territoriales, dit ce matin dans Le Parisien, présente ses excuses, une sorte de mea culpa, après ses propos il y a 10 ans et renouvelés ces derniers jours, concernant le mariage des couples de même sexe. Est-ce que, puisque vous avez signé une pétition du magazine Têtu pour qu'elle quitte le gouvernement, est-ce que ça vous convainc? Est-ce que, pour l'instant, d'une certaine manière, vous recevez ce mea culpa avec je dirais, bienveillance? Ça me convainc d'autant moins, si vous voulez, qu'il y a quelques jours, quand la question lui est reposée sur un plateau, en quelque sorte, elle confirme ses propos. Alors, elle dit ce matin que c'était idiot et maladroit. Puis après, elle dit, j'ai des amis chez ces gens-là, ce qui est un peu étrange aussi. Elle s'excuse à ce propos. Bon, c'est à coup sûr une erreur de casting, je veux dire, d'une part, et puis je vois que même dans les rangs de la majorité, ça ne satisfait pas, puisque même des membres de la majorité toute relative, la minorité présidentielle, ont signé un texte pour demander son retrait. Donc Caroline Cayeux doit quitter le gouvernement. Est-ce que Éric Coquerel, lui, peut rester président de la Commission des Finances? Il y a une enquête qui a été ouverte. Quel est le rapport entre les deux? Justement, c'est ça. C'est-à-dire qu'Éric Coquerel, vous demandez le départ d'une ministre du gouvernement qui s'excuse sur des propos, quoi qu'on en pense. Éric Coquerel, il y a une enquête qui a été ouverte suite à une plainte. Il peut rester à son poste de la Commission des Finances, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire que je mets ça en parallèle parce que vous demandez le départ de gens. Le parallèle n'est pas très habile, quoi. Je vous explique le parallèle. C'est que au fond, il y a des gens qui demandent le départ d'Éric Coquerel de la Commission des Finances et vous le reprochez d'être désinvolte de ce point de vue-là. Mais qui réclame ce départ? De la Commission des Finances? Oui. Mais c'est une question qui se pose. Non, mais écoutez-moi. Sur le une enquête qui était ouverte pour harcèlement sexuel sur le cas d'Éric Coquerel. Oui, mais le fait qu'il y ait une enquête qui est ouverte est simplement la juste suite. Damien Abad a quitté le gouvernement quand une enquête a été ouverte. Pardon, mais là, les faits ne sont pas les mêmes. Merci. Les faits ne sont pas les mêmes. Non, mais pardon, mais les faits ne sont pas les mêmes. Pardon, mais malgré tout, une enquête est ouverte. Les faits ne sont pas les mêmes, sauf que les faits, la plupart des gens qui nous écoutent les connaissent peut-être pas. Mais pourquoi attendez, je vais vous répondre. Jean-Luc Mélenchon dit que pourquoi Jean-Luc Mélenchon sur Twitter, après l'enquête ouverte sur Éric Coquerel, a parlé de diversion. La justice fait son travail, tout simplement. Ok, alors 2 choses. D'un côté, vous avez Damien Abad, puisque vous en avez parlé, dont les accusations, même s'il va s'en défendre, les accusations, c'est d'avoir potentiellement drogué, il y a plusieurs témoignages concordants, drogué des personnes pour les violer. Oui, mais d'accord. Éric Coquerel, il est présumé innocent puisqu'il n'a pas encore été jugé. Très bien. Et en effet, la présomption d'innocence, il faut absolument y veiller. Maintenant, il faut aussi lutter contre les violences sexistes sexuelles et y lutter drastiquement en s'organisant pour ça. Éric Coquerel, qu'est-ce qui lui est reproché? Il lui est reproché, il y a 8 ans, d'avoir, dans une boîte de nuit, sans doute dansé avec une personne qui a mal vécu cette danse, qui elle-même a même sur plusieurs plateaux, je crois même ici sur BFM TV, avait dit que précisément elle n'avait jamais signalé cette soirée et ces faits parce que pour elle il n'y avait rien qui relevait de l'agression sexuelle. Elle a depuis changé d'avis. Et a porté plainte. Et donc la justice fait son travail. Mais donc la justice fait son travail. Donc, Sophie Tissier, pour la nommer, elle a été auditionnée par la cellule de la France Insoumise. Il y aura une enquête, mais aujourd'hui il n'y a pas de faits nouveaux. Et donc les faits n'ont strictement rien à voir. Et les faits, je le dis, ne justifient pas une mise en retrait. Éric Coquerel est président de la Commission des Finances. Il y fait un bon travail et il doit continuer ce travail. Et pour le reste, on doit en effet poursuivre les enquêtes et faire en sorte de lutter contre les violences sexuelles. Attention au parallèle qui ne servent pas la cause. Je vous dis ça parce que la justice fait son travail, donc il n'y a pas de diversion, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon. Merci Adrien Quatennens d'être venu ce matin parfois sur l'utilisation politique qui est faite de ce genre d'affaires aussi. Et ça ne veut pas dire qu'à côté, on ne doit pas lutter contre les violences sexistes sexuelles. Merci Adrien Quatennens, on est en retard, désolé d'être venu ce matin sur RMC et BFM TV.